Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, j'ai dormi que 2 heures, donc pardonnez-moi, ça va être un petit peu dur. Donc, je vais commencer par vous poser un petit peu une question, ou peut-être vous me présenter un objet qui se trouve dans ma main, et je vais peut-être demander à quelqu'un de le décrire. Est-ce que tu veux décrire un petit peu cet objet-là ? Je vais tenter. Donc, c'est un objet inconnu. Oui, oui. J'ai jamais touché une sorte de cornet. Oui. Est-ce que c'est léger, lourd ? C'est extrêmement léger. Et tu penses que c'est fait de quelle matière ? Très difficile à dire. Je vois du poil, mais il a l'air. C'est poilu, mais c'est de la silice. Voilà, je pense que c'est un poil, mais synthétique. Alors non, c'est entièrement naturel. Ah, et ce qu'on voilà. va faire, alors il ne faut pas l'abîmer, mais vous pouvez le faire passer pour pouvoir le sentir et le peser, cet objet-là. C'est étonnant parce que pour avoir travaillé avec des poils synthétiques et des poils naturels, je sais que le poil naturel, c'est une fourche qui permet d'être tissé. Et là, ça n'a pas l'air d'être une fourche, Non. Mais c'est tissé. Enfin, c'est en tout cas... Non, c'est de la 3D, je pense. Alors c'est en fait le squelette d'une éponge de mer qui s'appelle Euplectella aspergillum. On le voit ici accroché sur un rocher. Et donc on est sur une structure qui est faite en silice. En gros, c'est du verre. C'est du verre et ce sont des cheveux de silice qui sont assemblés pour pouvoir justement s'agripper à la roche par le bas, et puis après ça a tout un tas de fonctions et ça permet à l'organisme justement de se tenir en fait dans l'eau. Donc c'est une éponge de mer à l'origine, donc là on n'a que le squelette, on n'a pas la partie organique, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir justement comment en fait la nature est capable de produire des objets comme celui-ci. Nous, pour fabriquer du verre, on est obligé de monter autour de 1500 degrés. C'est assez énorme, on a besoin de beaucoup d'énergie. Et on a du mal à arriver à ce niveau de complexité-là. Tu parlais de tissage 3D, eh bien on est dans un niveau de complexité qui est assez dingue, et pour pouvoir le faire avec des machines industrielles aujourd'hui, ce serait quand même assez complexe. Sauf que là, cet objet que vous voyez ici dans vos mains, c'est fait à partir de ressources qui n'ont pas parcouru, qui ont parcouru beaucoup de distance, mais qui ont été captées en fait par l'organisme pour pouvoir fabriquer ce squelette. C'est fabriqué dans des conditions de température et dans des conditions de pression ambiante. Ça, c'est super intéressant parce que, j'espère ne pas dire de bêtises en disant que ça se fait autour de 14 degrés, c'est ça, hein ? Je demande la validation de Serge. Donc c'est très bien, merci Serge. Oui, c'est parfait. Et donc c'est adaptable à l'environnement, c'est évolutif, c'est recyclable, c'est fabriqué par ajout de matière et non pas par enlèvement de matière. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont assez inspirantes pour des designers, de se dire que finalement, la façon dont sont fabriqués, entre guillemets, ces objets naturels, eh bien, peuvent être une grande source d'inspiration pour pouvoir, nous aussi, concevoir et produire les objets différemment. La question, c'est de savoir ce qu'il se passerait si on mettait ces principes inspirés du vivant en tant que cahier des charges pour concevoir les objets de demain. Si demain, mon téléphone, par exemple, était basé sur des ressources qui étaient libres et disponibles, était fabriqué à partir dans des conditions de température et dans des conditions de pression ambiante, par exemple, donc ça changerait quand même énormément de choses. Et tout le jeu du biomimétisme, donc là on va parler de design et de biomimétisme, c'est ça, c'est de chercher à faire de ces principes inspirés du vivant des principes de conception. Et moi, dans ma pratique, que je vais vous présenter un petit peu au travers l'approche d'abord, mais aussi quelques exemples de projets. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'irai assez vite. Tout le jeu se résume à ça, à essayer de calquer au plus près ces principes inspirés du vivant pour en faire des principes de conception. Et donc, quand on parle de biomimétisme, ce qui est très important en fait, à savoir, c'est que c'est une approche qui est reliée en son sein à des questions d'éco-conception. On va chercher à innover par, pour et avec le vivant. Par, parce que c'est de la méthodologie que l'on suit, c'est le chemin, on va chercher à s'inspirer du vivant pour pouvoir concevoir des innovations durables. Pour, parce que finalement, on va chercher à préserver le vivant, c'est notre objectif final. Et avec, parce que des fois, il y a des potentiels d'association pour pouvoir justement chercher à innover de manière beaucoup plus soutenable. Et donc, un petit point de sémantique, quand on s'inspire du vivant, on fait de la bio-inspiration, et quand l'on cherche à développer des innovations,
en s'inspirant du vivant, en fait de la biomimétique. Et lorsque l'on cherche à s'inspirer du vivant pour concevoir des innovations durables ou soutenables, on fait du biomimétisme. Donc c'est très important de savoir que finalement, le biomime, c'est à la fois une approche méthodologique, autant qu'une philosophie de conception quelque part. Donc ça, c'est vraiment très important. Le vivant, c'est aussi une source inépuisable d'inspiration pour des concepteurs. On parle de 2 millions d'espèces connues et décrites sur alors, entre 8, 10 à 20 millions d'espèces qui peupleuraient la Terre aujourd'hui. Certains parlent même de 100 millions d'espèces. Et chacune d'entre elles a énormément de choses à nous apprendre pour pouvoir justement, par exemple, capter ou produire de l'énergie, la stocker, capter de l'eau, répondre à nos besoins aujourd'hui, tout en respectant le cahier des charges que l'on a en fait cité précédemment. Et donc ça, c'est super important de se dire que, eh bien, pour un designer, on a une source d'inspiration qui est quasi inépuisable, qui est là. Et malheureusement, eh bien, il y a plus d'espèces qui disparaissent tous les jours que d'espèces que l'on découvre. Donc notre source d'inspiration, eh bien, elle décline. Et donc le biomimétisme, c'est aussi ça, c'est aussi une injection finalement à protéger ce vivant dont on fait partie et qui est à la fois une source d'inspiration mais aussi la finalité à nos projets. Un message aussi important que j'aime beaucoup faire passer, c'est que eh bien, le biomimétisme, c'est une approche multiscalaire. On dit que l'on s'inspire du vivant de l'échelle nano à l'échelle macro en passant par l'échelle écosystémique. Ça veut dire que l'on va pouvoir... Alors je vais juste, si je peux baisser un peu l'écran, voilà, on va regarder potentiellement le très petit pour regarder les structures ou la matière, mais on peut également regarder le fonctionnement de certains organes, on peut regarder le fonctionnement de certains organismes, on peut aussi regarder des comportements ou des interactions qui peuvent exister au sein d'une même communauté d'espèces, donc on dit intraspécifique, ou au sein de différentes communautés d'espèces, donc interspécifiques au sein d'écosystèmes. Et donc regarder le vivant à ces différentes échelles nous permet potentiellement en fait, d'imaginer des solutions bio-inspirées qui peuvent s'incarner à l'échelle de matériaux, à l'échelle de produits ou de services, à l'échelle de l'habitat, mais aussi de la façon dont on organise les quartiers, les villes, les territoires, voire même les façons dont on organise nos sociétés. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et Ludovic parlait tout à l'heure en fait, de viser en fait, l'échelle systémique, tout à l'heure aussi. Eh bien, cette approche le permet dans le sens où on peut très bien en fait, répondre à différentes problématiques en travaillant sur des nouveaux matériaux qui pollueraient moins, par exemple, mais aussi en repensant en fait des choses de manière beaucoup plus globale et systémique, en repensant les façons dont on organise les activités humaines pour les rendre compatibles avec l'environnement dans lequel elles s'inscrivent. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est que moi j'ai une formation de designer industriel. On m'a appris à travailler de l'échelle du millimètre à l'échelle du mètre. Et aujourd'hui, eh bien, puisque je m'inspire du vivant à ces différentes échelles, je travaille de l'échelle du nanomètre à l'échelle du kilomètre. Et ça, c'est une grande révolution parce que quand on est designer, on n'a pas forcément tous les outils qui permettent d'observer déjà ces échelles, mais aussi de concevoir à ces différentes échelles. Et donc, on est obligé de revoir nos méthodologies et de revoir nos outils en fait, de recherche et de conception. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi inhérentes à ces pratiques liées au vivant. Et c'est pour pouvoir explorer ces thématiques-là que j'ai monté une agence qui s'appelle Big Bang Project, qui a trois missions. Donc la recherche, l'innovation et l'éducation. Alors la recherche, c'est vraiment, Ludovic parlait aussi tout à l'heure de pratiques réflexives, comment est-ce qu'on regarde nos propres pratiques pour pouvoir finalement les faire évoluer. Et donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir une pratique de recherche quand on est designer sur des thématiques telles que celle-ci, parce que eh bien, on va travailler avec des nouveaux métiers. Scientifiques et designers ne travaillaient pas forcément ensemble avant. On n'a pas les mêmes méthodologies, pas les mêmes outils, on ne travaille pas sur les mêmes temporalités, on n'a pas les mêmes langages, on ne travaille pas non plus dans les mêmes lieux, dans les mêmes espaces. Et donc, on doit inventer, travailler sur ces méthodes-là, travailler sur des outils qui vont permettre aussi à des non-biologistes de manipuler de la donnée biologique pour pouvoir s'en inspirer et innover plus durablement. Et aussi, on va se rendre compte qu'il y a des manques dans de connaissances. Il va falloir aussi produire de la connaissance. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la partie recherche. Après, cette boîte à outils que l'on développe, on peut l'appliquer dans différents secteurs avec justement tout un tas de partenaires scientifiques ou industriels. On verra quelques exemples non confidentiels, mais c'est aussi important de montrer que cette démarche est transverse. Elle peut s'appliquer
autant au secteur de l'énergie qu'à l'échelle de ville, en travaillant avec des mairies par exemple, ou dans le spatial. Je travaille avec nos étudiants aussi sur le recyclage des débris spatiaux en orbite directement, donc des gros sujets de dépollution de l'espace aussi qui sont aussi à venir. On ne pollue pas que sur Terre. Il ne faut pas oublier ce que l'on ne voit pas qui est assez loin, hein, mais voilà. Et la partie éducation, parce que eh bien, on cherche aussi à transmettre cette approche-là, les méthodes que l'on conçoit aussi pour pouvoir les partager avec un public scientifique, un public industriel ou le grand public pour pouvoir confronter nos idées, les partager, les faire évoluer et prendre aussi les retours pour pouvoir les améliorer. Alors, quand on parle de biomimétisme, eh bien forcément, pour faire ce biomimétisme, ce passage en fait des sciences du vivant à la société par le design, eh bien il faut faire coopérer un ensemble de métiers, un ensemble de disciplines, par justement l'interdisciplinarité. Et ce qui fait que aujourd'hui, tous les jours, je travaille justement à l'interface des sciences, de l'ingénierie, du design et du business, parce qu'on a aussi besoin en fait d'avoir un cadre économique à nos projets, c'est extrêmement important. Et donc, des partenariats sont à mettre en place aussi avec des acteurs comme le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, avec des acteurs comme Serge aussi, qui sont des gens qui s'intéressent aussi énormément au design. Donc, il y a justement tout un tas de choses à faire avec justement des chercheurs, et c'est extrêmement important d'aller vers ça. Alors là, pour vous montrer un exemple de ce que l'on peut faire à l'échelle de la recherche quand on est designer, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle un outil de fouille de la donnée biologique. Donc vous voyez que quand on est designer, déjà on ne sait pas forcément lire un article scientifique, on ne sait pas forcément où aller chercher cette donnée biologique pour pouvoir s'inspirer. Eh bien on a dû mettre au point un outil que l'on voit ici. Alors c'est pas en ligne, c'est sur un serveur privé, et c'est en fait une sorte de Google du vivant qui permet de répondre, d'aller explorer la littérature scientifique pour pouvoir ramener aux designers les meilleures stratégies biologiques qui ont été en tout cas identifiées dans le vivant, qui vont répondre à une problématique sur laquelle on travaille. Par exemple, si demain on travaille à l'échelle d'un bâtiment et que l'on a envie justement de travailler sur la séquestration du carbone, il y a tout un tas d'organismes dans la nature qui ont développé des stratégies particulières pour justement séquestrer ce carbone-là. Et donc cet outil-là peut nous ramener en fait un ensemble d'articles scientifiques qui vont nous montrer comment fonctionnent ces différentes stratégies et qui vont pouvoir après nous inspirer des manières de reproduire ou d'adapter à différentes échelles, autant à l'échelle du matériau qu'à l'échelle du produit ou à l'échelle de l'habitat par exemple, ces stratégies-là pour pouvoir justement chercher à séquestrer le carbone. Et donc ça, c'est extrêmement important, c'est qu'on doit développer ces outils qui sont des outils de recherche, mais de conception également. Et cet outil-là, on l'a développé notamment en partenariat avec Centrale Supélec pour travailler sur la partie algorithmique, parce que derrière, on a de l'intelligence artificielle qui nous aide justement à naviguer dans ces 2 millions d'espèces connues et décrites, ce qui est assez énorme. Très rapidement, parce que je pense que ça va très vite, il me reste 2 minutes, non ? Ok. Donc je vais aller très très vite pour montrer quelques exemples de projets, parce qu'on travaille dans plein de secteurs très différents. Hein. On a parlé d'exploration ou de spatial avec le recyclage des débris spatiaux, mais on travaille aussi sur la question du futur de l'énergie avec des grands acteurs de l'énergie, sur les questions en fait, d'hygiène et de cosmétiques, de la mobilité à l'échelle aussi de villes et de territoires. Donc voilà, tout un tas de secteurs qui sont hautement impactants sur l'environnement, et sur lesquels justement on essaye de faire des propositions à court, moyen et long terme en s'inspirant du vivant pour pouvoir justement chercher à d'abord abaisser l'impact sur l'environnement dans ces solutions-là, jusqu'à aller à des solutions qui vont tendre vers des solutions régénératives. Et ça, on entendra, je pense, pas mal parler de ce terme-là dans la journée. Alors très rapidement, quelques exemples, hein, notamment ici une bouilloire qu'on avait pu imaginer avec le bio-ingénieur Mishka Mello. Alors ce que vous voyez ici, c'est une bouilloire bio-inspirée, j'ai une photo après, qui est inspirée en fait de 4 stratégies développées par 4 espèces différentes pour pouvoir justement optimiser la consommation d'énergie de cet objet-là. Et en s'inspirant justement de ces objets-là, de ces différentes stratégies, on a réussi, au travers de l'objet que vous voyez ici, hein, c'est une coupe que vous voyez à gauche, qui est une bouilloire imprimée en 3D en céramique, ce qui nous permettait justement de développer des structures extrêmement pointues et complexes, d'abaisser de 60% à peu près l'impact environnemental comparé à une bouilloire en fait, électrique de la même contenance. Un autre projet très rapidement,
pour montrer que l'on peut aussi travailler en fait sur de la circularité et voire même travailler avec le vivant. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est une colonie symbiotique de levures et de bactéries. Vous connaissez certainement ce qu'on appelle la kombucha. Le kombucha, c'est une sorte de thé fermenté grâce à l'action de levures et de bactéries que vous allez pouvoir acheter dans des magasins bio. Eh bien, nous, c'est intéressé à ce procédé-là, non pas pour faire fermenter du thé, mais pour pouvoir transformer des déchets organiques, et notamment les sucres présents dans ces déchets-là, pour pouvoir les transformer en cellulose bactérienne, puisque produite par les bactéries. Et l'idée, c'était de travailler sur des recettes qui nous permettent de fabriquer des matériaux qui ont des bonnes propriétés, mais en même temps de contraindre les micro-organismes à produire ces matériaux-là aux bonnes propriétés, dans les bonnes formes, pour faire non pas seulement des matériaux, mais en faire des objets. Et donc on a imaginé une petite machine qui s'appelle Grodius, qui permet avec des moules. Alors pour la démonstration, on a choisi de faire là, le moule pour faire pousser des boutons et du fil, des tout petits objets. Et donc à la fin de votre repas, vous allez pouvoir mettre vos déchets organiques dans cet objet-là. Les micro-organismes vont transformer les sucres pour fabriquer justement de la cellulose bactérienne avec les bonnes propriétés dans les moules et donc à la bonne forme. Et donc au bout d'un moment, vos déchets vont être transformés dans les objets que vous voyez juste ici, qui vont être des objets flambant neufs fabriqués à partir de vos déchets dans l'habitat. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, ce procédé-là respecte complètement le cahier des charges que l'on a évoqué tout à l'heure, et on peut même le penser de manière entièrement circulaire, dans le sens où on avait monté des expérimentations en Inde pour pouvoir former des gens sans emploi, aller collecter des déchets organiques à la sortie d'industries agroalimentaires, pour pouvoir après venir dans notre usine pour être transformés par ces micro-organismes. On recueillait la matière qui était produite, on extrayait l'eau, on la broyait, on injectait dans des moules et on avait des objets bon, il faut que je me dépêche, qui étaient fabriqués, qui avaient des propriétés similaires à celles du plastique, mais qui pouvaient après, en fin de vie, être redonnés à manger à ces mêmes micro-organismes. Et donc on visait en même temps une circularité pour pouvoir justement transformer les déchets, en faire une ressource et fabriquer des objets qu'on allait après redonner à manger nos micro-organismes une fois qu'ils étaient eux-mêmes redevenus déchets. Et très rapidement, pour finir, peut-être vraiment un dernier exemple, on parlera peut-être aussi de l'impact de la construction en fait, sur l'environnement, hein, une des industries les plus polluantes au monde, alors que finalement, en fait, faire des matériaux similaires à du béton, eh bien, il y a plein d'organismes, notamment marins, qui sont capables de le faire de manière assez intéressante. Et on s'était intéressé pour une exposition avec le Muséum national d'histoire naturelle qui a eu lieu l'année dernière, qui s'appelait l'Odyssée sensorielle, au procédé de biocalcification, à voir comment est-ce que finalement on allait pouvoir notamment récupérer le dioxyde de carbone présent dans l'air pour le séquestrer dans l'eau pour pouvoir après diriger finalement la croissance de pièces architecturales en reprenant ce procédé bio-inspiré là. Et ce que l'on a imaginé ici, c'était une rosace, une pièce d'architecture là, qui fait 1,20 m par 1,20 m, qui est pensée pour pouvoir justement imiter ce processus de biocalcification, pour nous montrer que demain, on pourrait très bien imaginer construire localement, à partir de pollutions aussi qu'on pourrait capturer également localement, grâce à des procédés bio-inspirés, faire pousser la ville pour pouvoir justement alléger l'impact de la construction sur les environnements urbains. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres, parce que j'ai traîné un petit peu. C'est absolument passionnant.